Salut à tous, aujourd'hui on va bosser sur les yeux. Les yeux c'est vraiment une zone ultra importante comme tu sais déjà et en plus ça piège tout le monde. On a tendance à penser que c'est une amande. Tu dessines une amande et tu te rends compte que ça ressemble pas à un œil. Donc en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça, il y a plein de petites facettes un petit peu comme une pierre précieuse. Et tu vas voir j'ai une méthode trop cool qui s'appelle la tête Asaro, c'est une genre de tête à facettes un petit peu comme un cristal et en fait t'as pas idée à quel point ça facilite le boulot. Au lieu de galérer avec tous les plis de l'œil, les différentes couleurs locales, le haut rouge, le violet, tout ce qu'il peut y avoir dans un œil, on va beaucoup moins galérer, on va tout simplifier et faire un œil à facettes, tac tac tac. Donc dans cette vidéo, première partie, dessin technique en 3D, deuxième partie, dessin tonal. Les deux sont importants, on y va. Donc tu vas voir, c'est un peu galère, mais je vais tout faire avec toi, t'inquiète pas, je vais tout expliquer de A à Z. T'as juste à poser tes fesses sur une chaise, avoir une feuille, un crayon de papier, une gomme, et puis de suivre un peu les instructions, et puis de te faire plaisir. Ok les amis, on va commencer par faire une sphère. Vas-y tranquillement, prends ton temps, fais-en plusieurs. Maintenant que ça c'est fait, on va faire un axe central, et puis un axe comme ça. Ça va être là où il va y avoir toute la cornée, l'iris et tout comme ça. Ensuite, en dessous de cet axe, ici, on va avoir ici le tear duct, c'est la zone où les larmes coulent, je sais pas comment ça se dit en français, mais en anglais c'est le tear duct. Et je le mets en bas de cette zone-là, et on va voir que c'est très important. Ensuite, on va avoir un rythme ici, comme ça, qui part en diagonale. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez important. Ensuite, on va faire une ligne comme ça, une ligne comme ça, une ligne comme ça, ensuite deux lignes en bas. Ensuite, ça et ça, c'est le début de la paupière du haut et de la paupière du bas. Donc il va y avoir une épaisseur à ce truc-là, comme à n'importe quel objet physique. On va voir plus l'épaisseur de la paupière du bas, à cause de la perspective, mais aussi parce qu'en général, la paupière du haut, en fait, l'épaisseur est cachée par les cils. Tac. Ensuite, on va avoir la paupière du haut qui s'enroule bien autour de l'œil, autour de la sphère du globe oculaire. On va avoir une facette ici, une facette là. Alors évidemment, dans la vraie vie, ces facettes, elles sont pas comme ça, c'est plus des variations subtiles de forme, en fait, plus organiques. Mais là, pour le schéma et pour nous aider à comprendre plus facilement, on va faire comme ça. Ensuite, on a une facette comme ça, et une autre facette ici. Donc en gros, pour les paupières, on a 1, 2, 3, 4, 5 facettes qui sont organisées autour du globe oculaire. Ensuite, dans cette zone-là, ici, on va avoir un genre de plat qui vient là, et en fait, qui va connecter cette zone avec celle-ci. Ensuite, d'ici, on va avoir une ligne vers le haut qui part à peu près à 15 degrés, et puis là-bas, une ligne qui part à peu près à, je sais pas, peut-être 50 degrés vers le haut, un truc comme ça. Et on va venir faire une forme comme ça. Au niveau de l'angle de l'œil ici, là, en haut, on va avoir le pic du sourcil. Ça va faire un truc dans ce goût-là. Ici, on peut faire une forme d'œuf qui va représenter, en fait, la paroi osseuse qui reste juste ici. Et ensuite, l'os, en fait, il part là, il monte vers le haut, comme ça. Et ensuite, ici, il va faire une espèce de courbe, là, comme ça. Et là aussi, il vient comme ça. Et puis là, il va noter le cerne, éventuellement, quand il y a des gens qui ont des cernes assez prononcés, comme moi, par exemple, malheureusement. Et bien, en fait, la poche, plus que les cernes, en fait, va se mettre en relief ici, là, sur la partie osseuse. Donc souvent, ici, cette partie osseuse, on la voit, et là, ça fait un trou. Vraiment une zone très, 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 très foncée qui se fait ici. Donc pour le moment, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que ça vient du front. On va faire une géodésique, ça veut dire une ligne droite sur un espace courbe, ça descend. Là, ça vient, éventuellement, ça rentre dans un creux, selon les morphologies. Ça revient par-dessus, là, ça retombe vers le bas, puisque c'est le bas de la paupière. Ça fait un cercle ici, on n'oublie pas que le globe oculaire, c'est une sphère, ça veut dire que dans les ombrages, il va falloir le traiter en tant que tel. Ensuite, le haut de la paupière du bas, ça re-regarde vers le haut à nouveau. Là, ça redescend, ça refait ci, ça refait ça, etc. Donc cette facette qui est ici, elle va regarder dans cette direction. Cette facette qui est là, elle regarde dans cette direction. C'est probablement ça la chose la plus importante à comprendre, c'est que ça, c'est des plans qui regardent dans des directions différentes. Et donc, comme chaque objet en 3D, la lumière, en fait, va frapper de façon différente, selon les angles, etc. Ça va se diriger vers le bas, et un petit peu plus vers nous, et ça vers le bas aussi, mais plutôt vers le côté, puisque ça, en fait, ça s'enroule. Les paupières s'enroulent autour de la sphère, donc ça s'enroule de haut en bas, mais ça s'enroule aussi comme ça, en profondeur, dans la perspective. Donc si la lumière vient d'en haut comme ça, par exemple, dans la cornée, dans la pupille, etc., en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, évidemment, une des zones les plus foncées, ça va être la pupille, la partie noire. On va avoir le reflet ici, c'est-à-dire la partie la plus claire, et la partie la plus claire, le reflet, il est toujours, ou presque toujours, entouré de la zone la plus foncée, de la pupille, de l'iris et tout. Et de l'autre côté, ici, là, comme ça, on a la zone la plus claire, et ça, c'est dû, en fait, aux différences de forme entre différents objets qu'il y a à l'intérieur de l'iris. Je vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais dis-toi simplement que la zone la plus brillante, en fait, le point de lumière le plus flash sur l'œil est entouré des zones les plus foncées, et que de l'autre côté, en fait, on a un rythme plus clair, ça, c'est le rythme à chercher constamment. Donc encore une fois, si la lumière venait de là-bas, par exemple, ça voudrait dire que cette zone-là serait éclairée, cette zone-là serait éclairée.
Cette zone-là verrait probablement beaucoup moins de lumière, à moins même qu'elle soit carrément à l'ombre, pourquoi pas. Ensuite, ça, le dessous, ce serait carrément à l'ombre. On va avoir une ombre portée de la paupière sur le blanc de l'œil. Ensuite, en bas, ça va être à l'ombre, ça aussi. Et là, pareil, dans cette zone aussi, en fait, si tu veux, cette zone-là serait à l'ombre, et cette zone-là, non. Ici, on a le creux qui représente la zone entre l'arcade sourcilière et puis le début des paupières. Et effectivement, cette zone-là, elle est carrément à l'ombre et peut même projeter une ombre portée sur la paupière du haut. Parfois, selon les chairs, etc., on voit carrément pas du tout cette zone, et on se retrouve avec un œil comme ça, et comme ça, et donc cette zone-là, en fait, la peau retombe jusqu'ici. Ça dépend déjà, on verra dans les exemples après sur modèle. La sphère du blanc de l'œil, puisque c'est une sphère, elle est traitée comme n'importe quelle sphère, c'est-à-dire qu'effectivement, on va l'ombrager de cette façon. Donc en général, cette partie du blanc de l'œil là va être plus foncée, la partie basse, puisque ça tourne dans la direction opposée de la lumière, ou du moins si c'est éclairé dans cette circonstance. Et de façon générale, le blanc de l'œil, il n'est pas blanc, loin de là, il est même plutôt très foncé, puisqu'il fait quand même partie de la cavité de façon générale. Bon, pour le profil, le concept est exactement le même, et on va de nouveau faire une sphère, mettre notre axe central ici avec la pupille. Donc là, maintenant, la pupille, elle ressort. L'iris, la cornée, etc., ça dépasse de l'œil. Ça, c'est vraiment très très important. Donc l'œil, c'est pas juste une sphère, c'est vraiment une sphère plus un espèce de bouton qui est par-dessus. Donc tout à l'heure, je disais qu'en fait, il fallait mettre l'axe de l'œil un petit peu plus bas que le centre du globe, et je disais que c'était important, et c'est ça qu'on va voir maintenant. Parce qu'en fait, de profil, l'œil, il est protégé par les paupières dans ce sens-là. Ça veut dire que la paupière du bas et la paupière du haut vont respecter un rythme comme ça. Et là, on voit bien que la paupière du haut s'enroule autour de l'œil, et qu'elle dépasse quand même assez loin, voire même peut-être plus loin que ça. Donc c'est quand même quelque chose d'assez épais au final. Et en bas, tac, ici, ça va venir un peu moins loin, parce que effectivement, la paupière n'est pas centrée sur le cercle. Souvent, en fait, dans les diagrammes d'œil, on voit ça, et ensuite on fait comme ça, au milieu, et ensuite on fait une genre d'ouverture un petit peu symétrique. Le problème, c'est que du coup, si on fait ça, eh bien, on n'a pas de paupières qui respectent ce rythme. C'est pour ça que c'est assez important de faire ça. Donc le tiers d'œil qui serait dans ce coin-là, selon les inclinaisons, on va pouvoir le voir, ça dépend des angles. Ensuite là-haut, ça remonte pas mal, donc de nouveau, l'œil il est protégé par l'arcade sourcilière qui est ici, plus la paupière supérieure, et ensuite la paupière inférieure, elle est en dessous. Du coup, comme ça, si c'est un truc qui tombe ici, paf, t'es protégé. Bon, c'est un peu le concept. Et ensuite, on va avoir cet angle ici, et ensuite, paf, la protection de l'arcade sourcilière qui vient comme ça. On a de nouveau cette espèce d'œuf ici qui correspond au plat de l'os, en fait, l'os qui reste jusqu'ici, et qui va protéger la zone, et en général on voit cet os qui monte ici, et après de nouveau ici c'est très foncé. Tac. Et là on voit la fin de l'os, et puis voilà, tu fais ça, et là tu vois la ligne de l'os. Du coup pareil, l'idée c'est que là, si on fait une ligne droite ça fait comme ça, là ça rentre dans le creux, ça revient vers devant, ça redescend, ça refait la courbe, ici, tac tac. Donc là par exemple, pour refaire un petit peu l'effet de lumière, mais d'un point de vue antagoniste à celui qui était précédent, on va faire la lumière qui va frapper par exemple sur la paupière du bas, puisque la lumière vient d'en bas. Là, ça va être à l'ombre. La partie de la poche ici, elle va ou être à l'ombre, ou en tout cas avoir un dégradé du plus foncé vers le plus clair de haut en bas, puisque cette zone-là, qui regarde un petit peu plus vers le haut, va recevoir forcément moins de lumière que cette zone-là, qui est vraiment frontale avec l'effet de lumière. Le globe oculaire, forcément, il va avoir l'ombre, mais qui va de haut en bas, puisque encore une fois c'est une sphère, et que donc sa forme va petit à petit s'éloigner de la lumière. Tac, on va peut-être avoir une petite ombre portée sur le blanc de l'œil à cause de la paupière du bas. Cette partie de la paupière du haut risque fortement d'être à l'ombre en l'occurrence, tac, voilà. Bon, avant de commencer la partie la plus fun, le dessin tonal, j'ai encore deux petites observations à faire sur l'œil. Ça concerne la partie noire, l'iris, la cornée, etc. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que puisque la cornée est en relief, elle va déformer la paupière au fur et à mesure qu'on bouge notre œil à gauche ou à droite, qu'on regarde dans une direction ou une autre. La deuxième observation qui est super importante, c'est que l'iris est un cercle. Ça veut dire que de côté, avec la perspective, si je regarde là-bas par exemple, elle va commencer à se transformer en ellipse, elle va s'écraser, elle va s'aplatir. Bon, normalement, là, ça y est, tu dois commencer à déjà transpirer pas mal. Et il faut juste un petit peu pratiquer. Donc, perds pas confiance en toi, juste continue, répète, continue, prends des mesures, et puis travaille plusieurs heures sur le sujet, et tu vas voir, ça va être bien. Maintenant, on va attaquer la phase numéro 2, le dessin tonal. Donc quand tu fais un dessin tonal comme ça, ta mission en fait ça va être de comparer les valeurs avec les valeurs qui sont à côté. Tu vas comparer quelle est la zone la plus claire, quelle est la zone la plus foncée. Tu vas essayer de transformer ton esprit en un espèce d'ordinateur qui va être capable d'analyser les valeurs de chacun des endroits de ton image.
Donc voilà, en prenant tes mesures comme ça, tu vas essayer de noter un petit peu la largeur que prend tel élément par rapport à un autre, et donc d'abord, tu vas placer sur ton papier la grosse partie de ton dessin, c'est-à-dire un petit peu l'ensemble de ton dessin, tu le places, et ensuite, tu vas diviser toutes ces zones de façon à avoir quelque chose un petit peu ressemblant au moins, tu vois. Tu veux pas être trop à la ramasse par rapport à ta référence, c'est juste pour pouvoir t'entraîner, même si tu t'en fous de recopier complètement ta référence, ça t'aide toujours de prendre des mesures, c'est vraiment quelque chose en tant qu'artiste dont on se sert tout le temps après une fois qu'on l'a un petit peu en main. Donc ton crayon, peu importe le style de crayon que tu aimes utiliser, tu le tiens pas comme ça, comme un bourrin en train d'exploser ta feuille de tout près. Non, non. Tu le tiens loin, comme ça, et tu fais des mouvements amples, des beaux mouvements comme ça, bien souples, tu vois. Tu veux surtout pas commencer à éclater ta feuille de trop près. Donc quand tu fais un dessin tonal comme ça, le but du jeu, une fois que tu as ta forme un petit peu en place, ça va être de grouper les valeurs entre elles. Pour ce faire, il faut essayer dans ton cerveau de faire abstraction de toutes les zones de détail et de voir que un petit peu la forme générale de ton motif. Ça veut dire que tu peux plisser les yeux jusqu'à ce que tu ne vois plus aucun détail, et en fait, tu vas compresser de cette façon les valeurs, et tu veux avoir le même ressenti dans ton dessin. Alors tu vois, j'adore ces porte-mines Staedtler en fait parce que c'est des porte-mines en 2 mm, ce qui veut dire que la mine de graphite ne casse pas. Donc tu peux la faire ressortir pas mal de ton crayon et du coup tenir ton crayon vraiment très loin, un petit peu comme un pinceau. Ça permet d'avoir un toucher très léger en tenant sa main bien loin du bout de ton crayon. Tu fais des longs traits bien déliés qui vont te permettre d'ombrager de grandes zones à la fois au lieu de faire des petits cercles, etc. Pense à augmenter toutes tes valeurs un petit peu de façon homogène de partout. Quand on voit parfois des gens qui font des dessins et qui finissent à 100% une zone avant de passer à une autre, c'est souvent des gens qui ont déjà une grosse maîtrise et aussi qui recopient une photo à 100%. C'est pas une technique qui est très efficace, je pense, si tu veux travailler vraiment d'imagination. Et prends ton temps, mon ami, y a pas le feu au lac, on s'en rend pas compte là, mais j'ai mis 3 heures à faire ce dessin d'œil. Par contre, je te recommanderais vraiment de maîtriser au moins un minimum la première étape du dessin, de la perspective, de la structure et tout, avant de commencer à faire des dessins comme ça. Sinon, tu vas commencer à appliquer des ombrages super complexes sur un dessin qui sera structurellement faux. Et en fait, du coup, il va sonner faux, si tu veux. Et ça se voit très souvent. Des yeux, par exemple, assez mal faits, avec une iris très poussée à l'intérieur, des détails de partout. Il faut vraiment hiérarchiser l'ordre dans lequel tu travailles. Il y a des compétences différentes à avoir, et elles sont utiles, toutes ces compétences, à différentes étapes du dessin. Prends-les dans l'ordre, et essaye de pas trop bâcler les choses, même si c'est tentant. Donc tu vois, à ce stade du dessin, j'ai à peu près tout placé, tout est là, simplement c'est à des valeurs vraiment très faibles, si tu veux, c'est beaucoup trop clair. Donc maintenant, je vais pouvoir avoir un petit peu plus confiance à ce que je suis en train de faire, et commencer à foncer de façon un petit peu plus drastique l'ensemble de mon dessin, éventuellement revenir avec ma gomme. Tout ce qu'on a vu dans la première partie, c'est maintenant implanté dans mon cerveau et je suis capable de visualiser et de comprendre les inclinaisons de chaque plan par rapport à la lumière. Ça, c'est vraiment important. Et sois pas juste comme un robot qui recopie des valeurs à droite et à gauche. Tu dois vraiment comprendre la tridimensionnalité de ce que tu es en train de faire pour réussir à le représenter correctement. Allez, on fait un petit bond un petit peu en avant et tu vois, j'essaie de comparer bien ma référence avec mon dessin en essayant de bien grouper mes valeurs comme je te le disais tout à l'heure. À ce stade du dessin, il n'y a vraiment pas grand chose à dire puisque c'est vraiment que du rendu et de la finition. Donc en général, la finition, quand tu as compris un petit peu comment ça fonctionnait, c'est qu'une question de temps passé sur ton dessin. Donc là, tu vois, il a rendu pas mal. Si je repassais de nouveau 3-4 heures dessus, eh bien, ça serait encore plus poussé, etc. C'est bien, c'est intéressant le rendu, mais c'est pas l'essence du dessin, c'est pas l'essence des volumes. Donc c'est un petit peu secondaire, on va dire, dans la pratique d'un artiste. Plus j'avance, plus les variations que je fais sont des variations vraiment ultra subtiles et il y a de moins en moins de grands changements à apporter. Les grands changements que tu fais, c'est le plus tôt possible. Si tu vois que tu as fait une erreur et que tu dois faire un changement capital, on va dire pareil, le plus tôt possible tu le fais. Ça fait partie des raisons pour lesquelles il ne faut pas exploser son papier avec son crayon parce que tu veux être capable de pouvoir regommer ce que tu as fait à tout moment pour pouvoir corriger une erreur potentielle. C'est normal de ne pas avoir ces formes parfaites dès le premier coup. On n'est pas des experts et c'est pour ça qu'on étudie. Bon voilà les amis, c'est terminé, j'espère que c'était cool. Normalement ça va pas mal t'aider, pratique en masse des dessins comme ça d'œil, fais-en 5, 10, 20, 30, 60, moi j'en ai fait par centaines avant de commencer à me sentir vraiment confortable avec le sujet. Et encore il y a toujours des mystères, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Donc il n'y a aucun secret, si tu essayes une fois et que tu n'y arrives pas, la pire chose que tu puisses faire c'est d'arrêter. Si tu as envie de réussir, tu dois simplement continuer, faire un autre dessin, et petit à petit ça va se décanter, c'est comme tout. En attendant, si la page vous plaît, j'ai appris que la meilleure façon pour pouvoir me soutenir, c'est de pouvoir partager sur des réseaux sociaux, etc. puisque ça permet à vos amis de découvrir en fait ce que je fais, et ça permet à vos amis aussi d'évoluer en dessin, à moins que vous préfériez
gardez tout ça pour vous, mais ça serait un petit peu sans intérêt. En tout cas, merci d'avance pour ceux qui partagent la page, qui aiment, etc. Et puis à la prochaine, ciao.